Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Camille Schmoll. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en géographie à l'Université de Paris, présidente du conseil scientifique et pédagogique de la Cité du Genre. Vous êtes également co-directrice de la revue européenne des migrations internationales. Vous publiez actuellement aux éditions La Découverte le livre tiré de votre thèse d'habilitation Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée. Nous sommes tous très contents de vous recevoir, Camille Schmoll. Je tiens à préciser, avant que l'on commence notre entretien, que le livre dont on parle aujourd'hui, Les damnés de la mer, est à gagner sur notre page Instagram. Nous en offrons 2 exemplaires à des personnes qui suivent notre page Instagram, et ce jusqu'à dimanche. Commençons donc tout de suite. Avant de parler de votre livre, j'aimerais faire un petit point général sur la question des migrations. Donc, on avait une grande médiatisation de la question des migrations, notamment en 2015. Depuis, cette question, elle revient ponctuellement dans le champ politico-médiatique à l'occasion de catastrophes, comme ça peut arriver donc, en Méditerranée, ou d'affrontements, comme par exemple il y a quelques semaines sur la place de la République. Est-ce que vous pouvez nous faire un dessin général de la situation migratoire actuellement? Oui, bien sûr. Alors, régulièrement, on parle d'augmentation des migrations. C'est pas exactement le cas, en fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 270 millions de migrants dans le monde et que c'est beaucoup, ça a augmenté, mais que rapporté à la population mondiale, finalement, c'est pas tant que ça. Et que surtout, ça n'a rapporté à la population mondiale, justement, ça n'a pas beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, on est autour de 3% de la population mondiale. Et donc, c'est pas très différent de ce qu'était, par exemple, le nombre de migrants au début du XXe siècle rapporté à la population mondiale. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que il y a pas que des migrants, même si on en parle beaucoup moins, il y a aussi beaucoup de personnes déplacées dans le monde, c'est-à-dire qui sont déplacées à l'intérieur d'un État. Et ces personnes-là, c'est vrai qu'on en parle moins souvent, alors qu'elles sont nombreuses et plus nombreuses, à vrai dire, et qu'elles concernent, mais on n'en parle pas aussi parce qu'elles concernent essentiellement les pays du Sud, donc pays africains, pays d'Asie centrale. Et donc, en réalité, nous, on a une perception qui est un petit peu eurocentrée sur les pays du Nord, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il y a plus de gens qui arrivent vers les pays du Nord, alors qu'en réalité, beaucoup de déplacements ont lieu dans ces autres régions. Ensuite, en Europe, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans les 10 dernières années, et en particulier à partir de 2014-2015, on a eu une augmentation importante des entrées que certains acteurs, et notamment l'agence Frontex, qualifient d'irrégulières, c'est-à-dire des gens qui ont traversé les frontières de manière irrégulière. Et donc, c'est typiquement les gens qu'on voit effectivement traverser la Méditerranée en bateau. L'année 2015 a été absolument exceptionnelle, hein, puisqu'on a eu des centaines de milliers d'arrivées par la mer. C'est une année unique, vraiment unique dans l'histoire récente de l'Europe, puisque voilà, on a eu notamment des arrivées importantes de Syriens et de Syriennes du fait de la guerre civile en Syrie. Mais en réalité, si on regarde les choses sur le plus long terme, on se rend compte qu'en fait, il y a eu d'autres moments dans l'histoire européenne, et en particulier dans l'histoire de France, où il y a eu des arrivées très importantes aussi. Et surtout, il faut rappeler quand même que ces arrivées importantes des années, notamment de l'année 2015, n'ont pas touché de façon centrale la France. Hein. On le sait, la plupart des demandes d'asile ont eu lieu plutôt en Allemagne. Et puis surtout, les pays qui sont en charge du premier accueil, et c'est de ça que je parle aussi dans le livre, les pays qui sont en charge du premier accueil de ces personnes, ce sont les pays qui sont situés aux frontières externes de l'Europe, donc c'est-à-dire en fait les pays d'Europe du Sud. Et donc en premier lieu, la Grèce, l'Italie, Malte, qui est un tout petit État, une toute petite île juste à côté de la Sicile, et qui donc est vraiment sur les routes migratoires. Et puis, plus récemment encore, enfin de nouveau, en tout cas, l'Espagne, en particulier les Canaries. Donc, en réalité, même si la question migratoire est une question européenne, les États européens sont inégalement touchés par ce type de migration. Ça ne veut pas dire que la France n'est pas un pays d'immigration. Il y a des gens qui arrivent, il y a 200 000 personnes qui arrivent en France chaque année de façon légale, donc plus importante que la migration maritime, hein, pour la France, ou que c'est
que ces migrations d'asile. Mais ces migrations-là, dont je parle dans le livre, qui sont des migrations voilà, dites irrégulières, avec tous les problèmes que pose cette définition, ce sont des migrations qui touchent avant tout les États du sud de l'Europe et qui après, par ricochet, éventuellement, pour certaines trajectoires, vont toucher la France. Mais je pense qu'on y reviendra peut-être après. Tout à fait, on y reviendra au cours de l'entretien. On va donc débuter vraiment l'entretien sur le livre. Vous débutez justement votre livre par l'histoire de Julienne. Julienne, c'est une jeune femme camerounaise qui, face à un mari violent, fuit au Mali, puis en Libye, pour finalement arriver en Italie et enfin en France, après de multiples et souvent, il faut bien le dire, horribles épreuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Julienne et sur les raisons qui vous ont poussé à débuter votre livre sur ce récit? Alors, c'est vrai qu'on commence souvent, quand on parle du livre, on commence souvent par l'histoire de Julienne. Et c'est vrai que Julienne, enfin, en tout cas, ce que je voudrais donner comme impression, ce que je voulais donner comme impression en mettant l'histoire de Julienne au premier plan, au premier chapitre, c'était que Julienne nous accompagne au fil du livre. L'idée, c'était de dire qu'en partant de cette histoire qu'elle raconte à la première personne, je dis cette histoire est à la fois singulière et exemplaire, parce que toutes les femmes que j'ai rencontré une centaine de femmes donc au sud de l'Europe, qui sont dans des situations un peu on parle de suspension de leur trajectoire, pour dire qu'elles savent pas encore où elles arrivent et où elles vont arriver quand je les rencontre. Elles viennent de traverser la Méditerranée, elles viennent de traverser une partie de l'Afrique, donc c'est des trajectoires très lourdes et très dures. Et j'arrivais pas, en fait, c'était aussi un blocage d'écriture, c'est-à-dire que j'arrivais pas à parler de ces femmes sans, à un moment donné, pouvoir restituer une trajectoire, pas du début à la fin, parce qu'on l'apprend au moment où elle décide de partir et puis on ne connaît pas vraiment la fin de l'histoire, mais en tout cas de restituer une partie importante de son histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi en fait de dédier finalement le premier chapitre à ce récit de Julienne, donc, où elle raconte, ça permet d'aborder beaucoup de choses, notamment le fait qu'effectivement, au départ, aux origines du départ, il y a souvent des violences de genre. Alors, en l'occurrence, Julienne, elle est battue par son mari. C'est un mariage arrangé, un très mauvais mariage, et ça se passe très mal. Mais il n'y a pas que des violences de genre, il peut y avoir des aspirations. Après, il y a cette trajectoire qui est là aussi égrenée de violence. Et donc, l'idée, c'était de montrer effectivement la difficulté de cette trajectoire. C'est vrai que c'est une histoire assez terrible, mais aussi de montrer comment les choses évoluent au fil de la trajectoire et comment se nouent aussi des rencontres, des opportunités, des choses qui permettent aussi, à un moment donné, à la trajectoire d'une certaine manière de se débloquer quand les femmes ont la chance, comme les hommes d'ailleurs, de survivre à ces épreuves qui sont extrêmement difficiles. Je dis au début du livre, ces femmes-là, ce sont des survivantes parce qu'elles sont confrontées à de nombreuses reprises au fil de leur histoire à la mort, en fait, à la mort des autres, à la mort de leur entourage. Et donc, vous avez rapidement parlé des motivations de Julienne et plus largement donc, des motivations de ces femmes migrantes. Est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont ces motivations et pourquoi et si certaines sont spécifiques donc aux femmes? Oui, alors il y a un continuum de motivation. L'idée, c'était de montrer que, contrairement à la point de vue le plus répandu, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté des migrations, disons des migrations contraintes, forcées, et de l'autre des migrations, ce qu'on appelle parfois les faux réfugiés ou les migrants économiques, enfin des gens qui seraient là voilà, parce qu'ils auraient choisi de partir. En réalité, c'est bien plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication de motivation. Les gens partent à la fois parce qu'ils souhaitent, certains fuient effectivement des conflits très graves, certains fuient des régimes autoritaires, mais d'autres ne fuient pas forcément ce type de situation, mais simplement souhaitent améliorer leur situation. Mais souvent, on a des raisons à la fois qui sont liées à la violence de la vie quotidienne, de la situation que vivent les personnes, et puis des raisons qui sont davantage liées à une volonté d'améliorer leur statut. Et c'est particulièrement vrai dans le cas des femmes, parce que souvent ces femmes, ce sont des femmes qui ont fait des études, qui sont d'une certaine manière qualifiées,
qui ne viennent pas des milieux les plus pauvres, enfin ce qu'on dit souvent, hein, c'est-à-dire que les personnes qui choisissent de migrer ne sont pas celles qui viennent des milieux les plus désavantagés finalement, et qui en même temps, parce qu'elles subissent certaines inégalités, certaines injustices, parce qu'elles subissent parfois aussi des injustices et des violences de genre. Alors ça peut être, comme pour Julienne, un mariage arrangé, ça peut être le fait effectivement d'être dans une relation qui ne leur convient pas, ça peut être le fait de se retrouver dans une position euh, qui n'est pas bien acceptée dans leur société de départ, par exemple les femmes seules, les veuves, etc. Ça peut être aussi simplement voilà, d'aspirer à une meilleure vie, y compris en tant que femme, à plus d'autonomie. Eh bien, elles vont se retrouver sur les routes. Donc, il y a une imbrication de motivation et c'est cette complexité en fait que j'ai voulu faire remonter, quoi. C'était de dire que voilà, c'est pas seulement des victimes, c'est pas seulement des pauvres filles qui sont exploitées, qui sont mises sur les routes malgré elles, etc. C'est aussi des femmes qui ont une histoire et qui ont construit leur projet migratoire. Parce que même Julienne, qui raconte que finalement, elle est partie dans la précipitation suite à une énième scène de violence, elle nous raconte aussi comment elle a constitué petit à petit, elle a mis de l'argent de côté en faisant des petits commerces pour réussir à prendre la route. Et donc, c'était important de voir que aussi dans la décision migratoire, il y a des temporalités et qu'il y a plusieurs temporalités. Et qu'en fait, voilà, on prépare quelque part. Cet horizon migratoire, il commence avant de partir. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ne partent jamais, mais qui pensent peut-être à partir un jour. C'est peut-être votre cas aussi. Parfois, c'est mon cas aussi. Je me dis, bon, peut-être que je pourrais partir ailleurs, refaire ma vie. Donc, ce n'est pas très original de ce point de vue-là, on va dire. D'accord. Et vous venez de l'exposer finalement, donc les motivations de départ, elles sont souvent multiples, multifactorielles, elles changent en cours de route à travers ces grands trajets. Est-ce que c'est possible d'expliquer ces trajectoires de vie aux autorités? Est-ce que c'est possible d'être entendu par ces autorités qui finalement vont décider du sort de ces migrantes? Alors là, vous posez la question une question qui m'est très chère, qui est la question du lien entre le monde de la recherche, je crois que c'est ça la question, et les gens qui font la politique migratoire, et les décideurs politiques. Enfin, je ne sais pas si c'est ça la question, mais si c'est ça la question, effectivement, nous, ce livre, pour moi, il s'inscrit dans dans une administration de la preuve qui est la mienne, c'est-à-dire d'une chercheuse qui fait des terrains de long terme, des terrains plutôt en profondeur avec les personnes, hein, plutôt des terrains ethnographiques. Je reste longtemps avec les personnes, je les rencontre à plusieurs reprises, j'observe leurs conditions de vie et c'est ça des données, enfin, qui font travailler différemment. Moi, ma façon de travailler, c'est ça, c'est des terrains ethnographiques, et puis c'est voilà, d'écouter beaucoup et de restituer un peu ce qu'on me raconte. Et du coup, mais nos objectifs, que ce soit qu'on soit ethnographe, qu'on soit, je sais pas, qu'on travaille sur des bases de données, etc., c'est aussi de pouvoir faire ressortir de ça des grandes, voilà, quand même des grands principes qui nous permettent d'expliquer les migrations. Et parmi ces grands principes, effectivement, il y a la mixité des motivations, il y a le fait que de mettre des barrières dans les trajectoires des personnes. Non, ça n'empêche pas les gens, ça n'a jamais empêché les gens de partir. Simplement, ça rend leur trajectoire plus difficile, plus périlleuse, plus coûteuse. C'est aussi de se dire que c'est pas parce qu'on va sauver les gens à un moment donné ou leur faciliter un peu la vie qu'on va nécessairement créer un appel d'air. C'est cette espèce de mythe de l'appel d'air qui est très présent chez les décideurs politiques. Et donc, c'est aussi d'essayer finalement le travail des gens qui aujourd'hui font des recherches sur les migrations est forcément en dialogue, enfin, essaye en tout cas d'instaurer un dialogue avec les personnes qui décident des politiques migratoires. Même si c'est pas forcément... au départ, moi, c'était pas du tout mon objectif. Je travaille sur les migrations depuis 20 ans et au départ, j'avais un point de vue très, très distancié par rapport aux politiques migratoires. Mais de fait, à force de côtoyer des personnes en route qui ne sont sans cesse entravées dans leur trajectoire sans que ça ait véritablement un sens et sans que ça produise les effets que c'est censé produire, ben, on finit par avoir envie d'interpeller un petit peu aussi les politiques et de leur dire qu'il faudrait peut-être repenser un peu les choses et revoir un peu la façon de concevoir ces flux. Et donc, c'était une question qui devait venir plus tard dans l'entretien, mais je la saisis au vol. Je voulais, voilà, on parlait de sécurisation, de mettre tout le temps des barrières qui finalement se révèlent juste
des obstacles à franchir, mais qui seront franchis de toute façon. On peut imaginer une approche différente au traitement de la politique de la migration? Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut imaginer une approche différente parce que je l'ai observé. En fait, moi, je travaille sur ces questions-là depuis les années 90 et je le raconte un petit peu dans le livre. En fait, euh, dans les années, à la fin des années 90, quand je travaillais sur les migrations en Italie, les personnes voyageaient en avion. Elles traversaient pas l'Afrique, Mmh. voilà, elles traversaient pas la Méditerranée. Elles venaient avec un visa. Elles étaient régularisées assez vite. Parce qu'à l'époque, l'Europe du Sud pratiquait des régularisations fréquentes, donc il était assez facile d'avoir des papiers. Il ne me semble pas que ça ait créé des problèmes particuliers de différents points de vue, hein. On peut aussi imaginer que les gens, quand ils ont des papiers, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire passer, mais en fait quand les gens ont des papiers, les gens voyagent plus et rentrent plus souvent aussi chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, donner la possibilité de circuler aux gens, c'est pas forcément leur donner la possibilité, c'est pas forcément considérer qu'ils vont s'installer en fait. C'est ça qui est difficile à faire comprendre, qui paraît contre-intuitif, mais en réalité, en créant de l'irrégularité, en mettant les gens, puisque ce que je décris un petit peu dans le livre, c'est la situation dans laquelle se trouvent des femmes qui sont bloquées pendant des années sans papier en Europe, une fois qu'elles arrivent en Europe, dans des situations quand même de grandes difficultés, y compris économiques, donc, ou parce qu'elles sont demandeuses d'asile et parce qu'elles attendent très longtemps une réponse et que éventuellement, d'ailleurs, elles n'obtiendront pas l'asile, ou parce qu'elles se retrouvent en situation d'irrégularité, eh bien, on arrive à des systèmes complètement absurdes, alors que ce que j'essaye de montrer, j'espère que ça se sent dans le livre, c'est qu'elles ont des ressources. Et si on leur laissait la possibilité d'être présentes de façon légale, ou d'entrer légalement à travers différents mécanismes, hein, évidemment, je pense essentiellement au visa, ça permettrait aux personnes de se prendre en charge aussi beaucoup plus vite, finalement, et de trouver une insertion aussi beaucoup plus facile. Je peux donner l'exemple des réseaux qu'ont ces femmes en Europe. Elles ont des réseaux extraordinaires. À un moment donné, je raconte leur mobilité. Je raconte comment, quand elles arrivent en Europe, elles se déplacent pour essayer de retrouver une voisine, une cousine, des proches qui habitent dans d'autres pays européens. Et puis finalement, elles sont renvoyées à la case départ, hein, c'est un peu le jeu de loi, parce que c'est pas là qu'elles doivent être, parce que le règlement de Dublin veut que ces femmes restent au premier lieu d'entrée en Europe. Et Écoutez, donc, peut-être, c'est cette est-ce que espèce vous de pouvez fossé, quoi. expliquer le règlement de Dublin? Je ne suis pas sûr que ça soit clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez rapidement Oui, expliquer ce que ça avant de le passer au règlement de Dublin qui date de 90 et qui après a connu plusieurs déclinaisons dans les années 2000. Et en fait, c'est une convention selon laquelle en fait, la personne qui arrive en Europe doit demander l'asile, si elle souhaite demander l'asile, dans le premier pays d'entrée en Europe. Donc, ça veut dire que, pour reprendre le langage des institutions européennes, le fardeau de l'asile repose sur les épaules des premiers pays d'entrée, donc la Grèce et l'Italie. Et aujourd'hui, il est vaguement question au niveau européen de le réformer, mais pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit très probant. En fait, les femmes que j'ai rencontrées, du fait, en vertu de cette convention, quand elles arrivent en Europe, la première chose qui se passe, c'est qu'on prend leurs empreintes digitales et qu'une fois qu'on a pris leurs empreintes digitales, elles ne peuvent plus se déplacer sur le territoire européen parce que si elles sont arrêtées, et elles le sont en général, elles vont se retrouver en fait renvoyées, enfin ce qu'on appelle les dublinés, c'est-à-dire qu'on va les renvoyer au premier pays d'entrée. Et donc moi j'ai recueilli beaucoup de ces histoires de femmes qui ont essayé de partir dans un autre pays parce qu'elles avaient des opportunités, parce qu'elles souhaitaient poursuivre leur trajectoire et qui sont renvoyées ou à Malte ou en Italie, dans le cas des femmes que j'ai suivies, mais c'est vrai aussi pour la Grèce par exemple. Et donc c'est extrêmement contraignant et c'est contre-productif, comme pas mal de régulations en ce qui concerne en fait les migrations, hein. Donc ça fonctionne pas, ça coûte cher et c'est une entrave énorme dans leur trajectoire. Avant de poursuivre, donc déjà, je souhaite rappeler à tous nos spectateurs que, bien entendu, ils peuvent poser des questions en commentaire qui seront donc posées à la fin de cet entretien à Camille Schmoll et qu'on accepte donc la plupart des questions quand elles ne sont pas euh, problématiques au niveau de la loi. Et ensuite, j'aimerais bien faire un
point méthodologique et de définition, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre. Vous développez, notamment au tout début, la notion de frontiérisation, de zone frontière ou de borderland. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est l'idée, alors c'est pas du tout de moi, hein, ça vient de certains chercheurs, bon, notamment d'Étienne Balibar, enfin, ça vient de la philosophie politique, de la sociologie politique, c'est cette idée que, en fait la frontière n'est plus celle qu'on nous a enseignée à l'école, c'est-à-dire cette ligne, hein, qui séparerait deux États souverains. Aujourd'hui, alors pour ça, la politique migratoire est extrêmement intéressante, que ce soit pour l'Europe ou pour, par exemple, la politique migratoire des États-Unis au Mexique, ça marche très bien aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer que la frontière, c'est une ligne qui séparerait, bon, d'abord la mer, ce n'est pas une ligne, mais peu importe, qui séparerait comme ça le nord du sud de la Méditerranée, ou une ligne dans les Alpes, ou une ligne dans le désert entre le Mexique et les États-Unis. En fait, la frontière, elle se propose et se repropose au fil des trajectoires. Donc, on parle de frontiérisation pour désigner ce processus de reconstruction perpétuelle un peu de la frontière. Donc, la frontière, elle ne cesse de se reproposer. Et puis, la frontiérisation, c'est aussi une forme de, et ça, c'est un chercheur italien qui le dit très bien, Paolo Cutita, c'est une forme de spectacle aussi. C'est, en fait, il y a une dimension performative de la frontière. C'est-à-dire qu'en fait, la frontière, elle existe aussi parce qu'elle est visible, parce qu'on la produit. Et on la produit aussi, par exemple, un exemple très fort, c'est Lampedusa. Lampedusa n'est pas un débouché naturel pour les bateaux. Les bateaux n'arrivent pas à Lampedusa. Les bateaux sont interceptés en mer et acheminés vers Lampedusa. Si on décide d'acheminer tous les bateaux vers Lampedusa et de concentrer les gens qui arrivent à Lampedusa, on crée un effet d'invasion. Et on produit de la frontière. On produit l'idée que la frontière est assaillie par les personnes. Mais ce n'est pas parce que les gens arrivent spontanément à Lampedusa, surtout quand on prend la mer, on ne rêve pas du tout d'arriver à Lampedusa. En fait, on préférerait arriver ailleurs. D'ailleurs, il y a eu des années où les gens n'arrivaient plus du tout parce qu'on justement on les interceptait et on les déplaçait ailleurs. Comme il y a des années où les gens n'arrivent plus du tout à Malte parce qu'on les intercepte et parce que surtout Malte n'en veut pas. Donc, et du coup, c'est cet effet de spectacularisation de la frontière qui est produit et qui rend visible en fait des dynamiques qui sont je l'ai dit au début, mais je peux le redire, en fait, c'est des dynamiques assez, finalement, assez mineures dans les flux migratoires globaux, quoi. J'aime bien donner l'exemple du fait que l'Europe, chaque année, donne autour de 15 millions de Schengen. Voilà. Les traversées de la Méditerranée, elles se chiffrent en dizaines de milliers, à part l'année 2015 qui a été exceptionnelle et qui a été jusqu'à 800 ou 900 000 traversées, enfin passagers plutôt, parce que les traversées, c'était tout. Le nombre de visas est bien plus élevé que ces traversées. Bon, ça ne veut pas dire que tous les gens qui entrent avec un visa sont des immigrants, ce n'est pas du tout le cas, mais ça veut dire qu'en fait, il y a une réalité en termes de mobilité qui est vraiment, mais bien incommensurablement plus élevée que les migrations, mais qu'en fait, on ne les voit pas parce qu'on n'en fait pas un problème, pour le dire d'une autre manière. Donc, la frontiérisation, c'est aussi ça. C'est le fait d'ériger les migrations en problème et de rendre hyper visible la frontière comme un lieu problématique, comme un lieu, et donc c'est de créer aussi un sentiment d'invasion très fort. Alors, selon les moments, les acteurs politiques vont rendre la frontière très visible pour créer ce sentiment d'invasion. Ça a été le cas en 2011, par exemple. Berlusconi a concentré tous les Tunisiens qui arrivaient suite au printemps de Jasmin, à la révolution de Jasmin. Ils sont tous arrivés à Lampedusa, ils étaient concentrés là et ils ne les laissaient plus partir de Lampedusa parce que ça donnait une image qu'il fallait que les pays européens, c'était une façon de faire pression sur les autres pays européens. Et à d'autres moments, au contraire, on va polisser la frontière, on va montrer que rien ne passe, qu'il n'y a personne et que tout va bien, on maîtrise la situation. Et nous-mêmes, les chercheurs, juste pour terminer là-dessus, nous-mêmes, les chercheurs, on est pris dans ce jeu de frontiérisation. Par exemple,
quand on va enquêter quelque part et qu'on demande des autorisations, parce que souvent, il faut demander des autorisations pour accéder au camp, etc., eh ben, on va nous dire « Ah, mais allez vers tel endroit, on vous donne l'autorisation, vous allez voir, c'est un très, très bel endroit. » Et on se retrouve dans des camps qui sont super bien contrôlés, où tout se passe bien, où tous les gens vont vous dire qu'ils sont super contents d'être dans des camps. Et donc, on est nous-mêmes instrumentalisés en fait, dans ce jeu de frontiérisation. Et c'est ça qui est difficile aussi, c'est que si on va voir les choses, c'est pour ça que le long terme est important dans la recherche, c'est que c'est en allant souvent sur les lieux et plusieurs fois, à plusieurs reprises sur le long terme qu'on se rend compte de ce jeu aussi de mise en scène de la frontière. Et vous abordez également dans un chapitre la question de l'échelle dans la recherche en géographie. Et donc là où la géographie est souvent étudiée à l'échelle macro, donc entre les régions, entre les continents, entre les États, vous avez fait le choix de vous intéresser à l'échelle micro. Vous pouvez nous décrire cette échelle et pourquoi vous l'avez choisie? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est vrai que la géographie est connue pour travailler sur les États, le monde, surtout la géographie politique, hein, la géopolitique. Voilà, c'est surtout l'étude des relations entre États. Et en fait, il y a un courant de la géographie plus critique qui est souvent inspiré en fait du féminisme parce que c'est d'abord les féministes hein, qui nous montrent comment les choses peuvent être observées aussi à des micro-échelles. À l'échelle des corps, à l'échelle des espaces domestiques, à l'échelle des quartiers dans lesquels les personnes vivent. Et donc, il y a eu toute une critique féministe de la géopolitique classique, en fait, qui montre que si on veut travailler sur les conflits, si on veut travailler sur la guerre, si on veut travailler sur la peur, si on veut travailler sur aussi le réconfort, des espaces rassurants, des espaces réconfortants, par exemple, eh ben, il faut aussi travailler les échelles micro. Et donc, moi, dans le cadre de ces approches-là, ce que j'essaye de montrer, c'est comment on peut avoir une approche, disons, expérientielle, émotionnelle de la migration en passant par des micro-lieux, qui sont donc ces lieux où vivent les femmes, et leur expérience du quotidien. C'est-à-dire comment on peut aborder les effets de la politique migratoire, les effets d'une vie dans la frontière, puisque c'est ça que j'essaie de décrire, comment ces femmes vivent dans la frontière, comment la frontière se propose et se repropose au fil de leur trajectoire à travers leur vie quotidienne. Et donc, les petites interactions au quotidien, la gestion de l'espace, l'accès aux espaces publics ou pas, l'accès à un espace à soi, un espace privé, alors, ce qui est quand même quelque chose de classique dans la pensée féministe. Hein. On peut penser à Virginia Woolf, une chambre à soi. Hein. L'accès à une chambre à soi, c'est fondamental, c'est très important pour ces femmes. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de montrer comment, en partant des espaces du quotidien, on peut poser des questions qui sont bien plus globales et bien plus importantes, qui peuvent sembler, en fait, de partir des activités triviales pour questionner des choses qui, en fait, sont ultra importantes et centrales dans la vie de ces femmes, quoi. Et justement, une de ces questions que vous vous posez et qui est particulièrement importante, c'est celle de l'autonomie des femmes et qui me semble assez centrale dans votre approche. En quoi est-ce elle est donc importante, cette autonomie, dans la compréhension de la migration féminine? Alors moi, l'entrée par l'autonomie, alors il y a pas mal de travaux sur les migrations, mais aussi chez les féministes qui réfléchissent à l'autonomie. Donc pour moi, c'était important de croiser un peu ces deux entrées parce que l'idée, c'était de se dire, par rapport aux travaux sur les migrations en particulier, c'était de se dire qu'on n'était pas satisfait, les gens qui travaillent sur ces questions-là, par un récit qui raconterait en fait les migrants comme finalement de simples victimes. Et c'est en particulier vrai pour les femmes. C'est-à-dire que non, là encore, ça rejoint ce qu'on disait avant sur le macro et le micro. Les migrants, ce n'est pas seulement des pions dans un jeu international, des relations entre États, des relations entre marchés du travail, etc. C'est aussi des personnes avec leur agency, comme on dit en anglais, leur capacité d'agir, d'avoir des tactiques, d'avoir des projets, d'avoir un horizon, d'avoir une vie propre, qui fait qu'ils vont aussi, ils ont un rôle dans cette histoire, même si il ne s'agit pas non plus de les ériger
héros, ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des victimes, ce sont des personnes comme les autres, comme vous et comme nous, comme moi. Et donc, du coup, l'autonomie, pour moi, ça me permet de réfléchir à ça. Ça me permet le concept d'autonomie, et je parle d'autonomie en tension, c'est une façon d'éviter toujours ces deux figures dichotomiques de la migrante victime et de la migrante héroïne. C'est d'éviter une idée comme selon laquelle la migrante serait nécessairement émancipée par la migration. Non, la migration n'est pas forcément une dynamique d'émancipation. Simplement, elle peut émanciper les femmes sur certains domaines et pas sur d'autres. C'est assez compliqué, en fait, de dire si les femmes sont plus émancipées parce qu'elles sont migrantes ou si, d'ailleurs, on pourrait aussi inverser la question et dire est-ce que la migration résulte d'une dynamique d'émancipation des femmes au départ? C'est compliqué aussi d'y répondre. Mais en tout cas, voilà, derrière l'idée d'autonomie en tension, je voulais justement mettre en lumière toutes les micro-agencements, les micro-négociations qui font que, d'une certaine manière, il y a quand même voilà, une personne au centre de cette histoire migratoire qui va essayer d'avancer effectivement dans sa trajectoire, qui va essayer de s'aménager des lignes de fuite par rapport à un contexte qui est quand même très contraint et très difficile, hein, comme je le raconte aussi dans le livre. Donc, c'est voilà, d'essayer de voir comment les femmes arrivent à s'aménager malgré tout et en dépit de beaucoup de contraintes, des marges d'autonomie. Et c'est vrai que la réflexion féministe, et notamment la réflexion sur le care, qui travaille beaucoup sur les relations entre les gens, elle m'aide beaucoup parce que moi, j'ai une approche de l'autonomie qui est relationnelle, c'est-à-dire que les femmes, dans leur trajectoire, elles tissent des relations, elles rencontrent des personnes, elles ont des amis, elles ont parfois des sœurs, des voisines, des rencontres, des personnes qu'elles vont rencontrer sur leur route, et tout ça, ça apporte aussi à leur trajectoire. Et notamment dans ces micro-aménagements et dans cet entretien des relations, vous soulignez dans un chapitre l'importance d'Internet. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, voilà, Internet est devenu. Alors, est-ce que c'est essentiel ou non essentiel? Grande question. Mais en tout cas, Internet est devenu un élément central de nos vies à toutes et à tous. Et pour les femmes, et ça, je soulignais le fait que quand les gens débarquent des bateaux, la première question qu'ils posent, c'est presque avant de vouloir avoir une couverture et un verre d'eau, presque, hein, bon, peut-être pas quand même, mais presque, c'est d'avoir Internet. Parce que Internet, en l'occurrence, quand on arrive, c'est donner des nouvelles, prendre des nouvelles des autres aussi, hein, qu'on a perdu en route parfois. Voilà, donc c'est hyper important. Et pour ces femmes, c'est une façon aussi, pas seulement d'avoir des nouvelles et d'en donner, et de maintenir des liens du coup à distance, hein, parce que ça c'est très important, mais c'est aussi une façon de se reconstruire une image valorisante d'elle-même, de se réassurer à travers l'usage d'Internet. C'est-à-dire il va y avoir tout un usage de la photographie, de la vidéo, la mise en scène de soi, notamment sur les réseaux sociaux, qui va être très important pour elles. Justement, ça fait partie de leur tactique pour se réapproprier en quelque sorte leur trajectoire. Oui, et parce que vous parlez donc de se réassurer en tant qu'être humain, parce qu'il y a une certaine déshumanisation dans certains de ces centres où elles sont recueillies. Oui, absolument. Donc là, c'est vrai que je m'inscris un peu contre une vision d'Internet qui serait forcément un lieu dans lequel on serait, disons, passif. Et c'est un espace, par exemple, ce que je raconte elles vont se prendre en photo en extérieur. Parce que comme les espaces intérieurs, les espaces domestiques sont très contraints et assez terribles, il faut le dire, hein, souvent les conditions de vie ne sont pas très agréables, voilà. Et du coup, elles vont se prendre en extérieur, elles vont choisir ce qu'elles vont montrer. Alors, on pourrait dire, il y a une approche de ces questions-là qui consisterait à dire c'est du mensonge. Elle raconte une histoire qui n'est pas la vraie histoire. Puisqu'elles finalement elles se mettent en scène dans des espaces, par exemple devant des voitures ou dans des lieux qui sont plutôt agréables pour montrer qu'elles ont accès à certains espaces, à certains biens, etc. Elles vont s'habiller d'une certaine manière qui n'est pas du tout la manière dont elles sont habillées, puisque souvent elles sont en jogging, hein, dans leur quotidien, hein, bon, et puis là tout d'un coup elles vont s'apprêter, elles vont mettre de belles tenues et tout. Mais on peut considérer que c'est du mensonge et que c'est juste pour m'en mettre plein les yeux
aux gens qui sont restés au pays. Mais on peut aussi considérer que c'est une façon, oui, de reprendre la main en quelque sorte sur leur histoire. Par exemple, c'est un outil de drague, Internet. C'est un outil de rencontre, c'est un outil voilà, de connexion. Et c'est pas forcément, là aussi, il y a une interprétation du côté des gens, souvent quand elles sont dans des centres d'accueil, les gens qui gèrent les centres qui considèrent que c'est nécessairement un lieu où elles vont être amenées à être mises, enfin, des personnes vont se mettre en contact avec elles pour les pousser à se prostituer, par exemple. Et là aussi, c'est vrai, en partie, il y a des prédateurs sur Internet, on le sait, mais il est vrai aussi que c'est un lieu où elles vont rencontrer des hommes, j'ai envie de dire, en toute autonomie, voilà. Donc, comme on pourrait se connecter à des applications de rencontres, voilà. Donc, il y a, voilà, il y a de tout, quoi. Et en préparant l'entretien, j'ai relu une série d'articles du site Les Jours. Cette série d'articles, elle est intitulée De l'autre côté du guichet. Elle suit des personnes chargées d'évaluer la véracité du récit des migrants mineurs Ouais. en vue de leur accorder ou non l'asile. Donc on y découvre donc ces agents souvent tourmentés, hantés même parfois par l'idée de commettre une erreur, et donc qui finissent souvent soit par partir de l'OFPRA, soit par se blinder. Au cours de vos observations, est-ce que vous avez pu observer la façon dont les travailleurs des centres vivent la situation et vivent leur rapport aux migrants et aux migrantes? Oui, alors, bon, mon travail ne porte pas essentiellement sur ces personnes-là, mais c'est vrai que j'ai été amenée à les côtoyer et donc à passer du temps avec ces personnes. Et c'est vrai que, bon, des fois, je raconte des choses dans le livre qui sont dures aussi, sur le regard que ces personnes portent. C'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une forme de déshumanisation. Et c'est aussi ce que racontent les femmes qui vivent ces trajectoires, c'est de dire, voilà, on n'est pas considérés comme des êtres humains. C'est clair qu'il y a une forme de déshumanisation. Et en même temps, ce sont des personnes, c'est terrible, parce que ces personnes qui travaillent dans les centres sont souvent des jeunes très diplômés, qui ont des diplômes de droit, de psychologie, enfin toutes sortes de diplômes universitaires. Hein. La jeunesse dans le sud de l'Italie en particulier est surdiplômée. Hein. Le sud de l'Italie est bien plus pauvre que le nord, mais bien plus diplômé. Donc les jeunes font des études longues et se retrouvent employés dans des centres d'accueil où ils sont sous-payés, mal payés, payés souvent sur projet. Donc, pendant plusieurs mois, ils ne vont pas être payés. Ensuite, ils vont être payés, donc complètement dévalorisés. Et en réalité, il y a une souffrance des gens qui travaillent dans ces centres d'accueil que moi, j'ai pu observer. Et donc, cette souffrance, comme souvent, quand on a de la souffrance au travail ou qu'on a de la souffrance parce qu'on n'a pas de travail et parce qu'on est complètement déqualifié dans la société dans laquelle on vit, disqualifié plutôt même, déqualifié et disqualifié, en fait, on la répercute aussi sur les personnes, évidemment, qu'on est chargé d'encadrer. Et donc, voilà, il y a des choses très dures que je raconte dans le livre, mais qui doivent être, à mon avis, recontextualisées dans ce sud de l'Italie où il n'y a pas beaucoup de débouchés. Il se trouve que l'urgence migratoire a créé des débouchés dans l'accueil des personnes. C'est évident qu'il y a eu des fonds européens qui sont arrivés, il y a eu des financements qui ont permis à ces jeunes qui auraient eu vocation à émigrer finalement. Hein. Il y a eu une émigration d'ailleurs sud-européenne importante dans les 10 dernières années, hein, suite à la crise de la fin des années 2000, à la crise économique. Et du coup, ces jeunes qui sont restés sur place et qui travaillent dans ces centres d'accueil, eh ben, effectivement, de dynamique de distanciation et de mépris vis-à-vis des personnes qu'elles ont à gérer, qui est assez terrible. Mais c'est des frustrations énormes pour les jeunes qui travaillent dans ces centres-là aussi, Oui, parce oui, qu'ils n'ont pas de moyens. oui, on peut imaginer les frustrations que ça fait naître. Et du coup, j'aimerais repasser de l'autre côté, du côté des migrantes. Donc, on a parlé de leur motivation, des conditions de vie. Vous nous avez raconté un peu l'histoire de Julienne. Ces femmes, comment elles vivent leur propre parcours? Est-ce qu'elles sont révoltées, résignées d'arriver en Europe et de rester pendant plusieurs années, des fois dans des camps, ou finalement peut-être que ça les décide et ça les motive à s'installer et à construire quelque chose sur ce continent? C'est une question difficile parce que je pense que ça, comme pour tout le monde, ça dépend des moments. Et moi, je les rencontre à des moments particuliers.
Donc, c'est difficile de savoir comment véritablement elles prennent les choses. Ça dépend. J'ai envie de dire ça dépend. En fait, elles sont moi, ce que je peux dire, c'est qu'elles sont très peu. Elles ont vécu des choses absolument horribles et traumatisantes. Moi, j'ai vu la violence augmenter au fil des années. Donc ça, je peux le dire. Voilà, j'ai vu la violence des trajectoires, le fait de subir des violences sexuelles, par exemple, qui était quelque chose qui se retrouvait dans les témoignages dès le début des années 2010, mais qui, au fil des années 2010, va devenir systématique, massif, répété, de plus en plus important. Et donc, quand elles arrivent, elles ont vécu tout ça. Elles ont vécu la mort, elles ont vécu les violences sexuelles, elles ont vécu la torture, elles ont vécu l'emprisonnement, elles ont vécu tout ça. Donc, à partir de là, comment elles réagissent? Et ça, des fois, je touchais la limite aussi des sciences sociales, ou en tout cas de la sociologie et de la géographie, c'est-à-dire que c'est aussi de la psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, c'est un traumatisme énorme. Et bon, pour avoir beaucoup discuté avec des personnes qui, par exemple, étaient dans des associations ou des ONG où on a des médecins, des psychologues, des psychiatres, etc. Le traumatisme, on sait bien que ça peut prendre plusieurs formes et que surtout, ça peut prendre du temps. Donc, on ne voit pas toujours le traumatisme quand on rencontre les gens au bout d'une semaine, 6 mois, 1 an après ce qu'elles ont passé. On ne sait pas toujours. Parfois, il faut attendre la génération suivante pour que le traumatisme ressurgisse. Donc là, je crois qu'on touche un peu aux limites de ce que je peux faire, moi. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, certaines arrivent à relever la tête. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Par exemple, je sais qu'il y a des témoignages de Médecins sans frontières qui disent aujourd'hui, les gens qu'on trouve dans les camps aujourd'hui, le camp qui a été évacué à Saint-Denis, par exemple, là, récemment, ce sont des gens qui, à un moment donné, s'écroulent parce qu'en fait, ils ont passé tellement de trucs difficiles que le moindre petit truc, à un moment donné, le moindre petit truc, le fait d'être dans un camp où il n'y a ni eau ni sanitaire, par exemple, en France, fait que tout s'écroule tout d'un coup, comme un château de cartes, quoi. Donc, c'est difficile de dire. Ce que je peux dire, c'est qu'une grande partie des femmes que j'ai rencontrées, elles ont continué et elles ont plutôt des histoires positives, on va dire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas devenues complètement folles, qu'elles vivent dans des logements corrects et qu'elles ont réussi à à s'ancrer quelque part, ou en ayant des enfants, ou en s'installant avec leurs enfants. Voilà. Alors, il y en a qui sont dans les pays scandinaves, il y en a qui sont en Allemagne, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont restés en Italie. On a très peu qui sont à Malte parce que Malte, c'est vraiment l'horreur. Mais bon, elles ont des histoires différentes, mais bon, elles arrivent malgré tout à mettre des ancrages. Après, le problème, c'est le traumatisme est très, très maltraité et ça, il n'y a pas beaucoup de prise en charge, quoi. Donc, il n'y a pas suffisamment de prise en charge. Donc, comment ça peut ressurgir un jour, ce traumatisme? Alors là, c'est l'histoire longue qui le dira aussi. On ne peut pas le savoir sur le court terme, quoi. Eh bien, j'imagine que ça nourrira des études de géographes et de psychologues Et d'historiens, ouais. pendant Il y aura les des livres à prochaines écrire années, sur les années décennies, sans doute. 2010, ouais. Ouais, il y aura des livres à écrire. Je pense qu'on fait subir une violence incroyable aux gens et dans quelques années ou dans quelques décennies, on écrira sur l'année 2015 et on racontera ce qu'a fait les non-décisions ou les mauvaises décisions qui ont été prises sur la vie des gens, je pense, ouais. Sur cette note historique, disons, je Et vais passer optimiste. moyennement optimiste. Je vais passer, tout d'abord, je vous remercie et je vais passer aux questions du public. Merci à vous. Donc, la première question, c'est une question de Pascal Didier qui vous demande si vous suivez toujours les femmes avec lesquelles vous vous êtes entretenu pour le livre et si oui, que deviennent-elles? Alors, merci Pascal Didier pour cette question. Alors, en fait, je ne suis pas toutes les femmes. J'ai perdu la trace de beaucoup de femmes. Mais il y a cet outil formidable qui est Internet, qui permet de rester en contact quand Encore même une avec fois. pas mal encore une fois, avec pas mal de femmes. Alors, il y en a que j'ai vues et revues aussi, mais surtout, voilà, on reste en contact à distance. Et c'est pour ça que je peux vous dire que quand même, il y en a pas mal qui mettent des ancrages
et qui malgré tout parviennent à, voilà, à se construire une vie quelque part en Europe. Alors voilà, encore une fois, elles sont un peu partout. Certaines ont pu, alors bon, après, les politiques migratoires évoluent très vite, elles évoluent pas forcément dans le bon sens. Ça dépend un peu des années d'arrivée, ça dépend un peu voilà, des contextes d'arrivée, mais disons que certaines ont pu avoir accès à des formations, certaines ont pu reprendre des études. Voilà, certaines investissent beaucoup dans le soin et le fait de faire grandir et d'éduquer leurs enfants. Voilà. Ce qui est le plus difficile, c'est le regroupement familial, c'est-à-dire que ces femmes, elles aimeraient aussi parfois pouvoir faire venir leurs proches, notamment quand elles viennent de pays en guerre ou quand voilà, là c'est plus difficile. Aujourd'hui, quand même, le droit à vivre en famille est assez limité. La temporalité aussi des trajectoires fait que, par exemple, si vous mettez des années à faire une demande d'asile, et ben, si vous voulez faire venir un enfant après vous, et ben, il risque, les années passant, il risque, le jour où vous aurez des papiers, il risque d'être majeur, l'enfant. Donc, on quitte un petit enfant et on arrive avec des papiers au bout de 5, 6, 7 ans et l'enfant a grandi et ça devient très compliqué. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui est le plus dur en fait, c'est l'impossibilité parfois de faire venir leurs proches ou de retrouver leurs proches. Je raconte un peu dans le livre aussi la difficulté des regroupements familiales, même quand vous avez un proche en Europe. Des fois, c'est pas facile de pouvoir se retrouver au même endroit. Donc, parfois, je raconte, je crois que je le dis dans le livre, il y a cette anecdote, entre guillemets, d'un bateau qui bifurque, enfin, de deux personnes, un couple qui ne se retrouvent pas dans le même bateau. Et voilà, donc elle va arriver à Malte, lui, il va se retrouver en Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est-à-dire, lui, il va poursuivre son chemin, il va se retrouver en Italie, il va monter jusqu'en Angleterre et ils n'ont jamais réussi à se retrouver. Donc après, il y a des histoires qui se dénouent et qui se renouent avec d'autres personnes. Voilà, mais disons que quand même, si on peut quand même donner une note positive, je dirais quand même que les femmes, elles mettent des ancrages, hein. Quand même. Voilà. Après, il y en a, on le sait, il y a beaucoup de femmes qui sont passées par ces routes qui sont encore à la rue. Ouais. Autre question, cette fois-ci de Léa Fioramonti. Y a-t-il de grandes différences dans l'intégration de ces femmes entre la France et l'Italie, ou même entre l'Italie du Sud et l'Italie du Nord? Alors, ces différences, elles tiennent, à mon avis, en grande partie à deux choses. Le marché du travail, c'est-à-dire que, bon, les conditions de travail ne sont pas les mêmes en Italie du Sud, mais je pense que Léa Fioramonti en sait quelque chose. Mais disons que les différences entre l'Italie du Sud et l'Italie du Nord en termes de marché du travail sont importantes. Et puis, en France, c'est encore un autre marché, un autre secteur. Par exemple, en Italie, il y a une demande très forte de ce qu'on appelle les badanti, qui sont les travailleuses domestiques à domicile, qui vont s'occuper des personnes âgées, des personnes malades, des enfants, chose qu'en France, on délègue plutôt, enfin, un peu davantage à des services sociaux, type garderie, crèche, etc. Donc, par exemple, de ce point de vue-là, ça va être différent. Et puis, il y a la question des réseaux. La raison essentielle qui fait que les personnes que j'ai rencontrées souvent ne veulent pas rester en Italie, ce n'est pas le marché du travail, ce n'est pas tant que ça le marché du travail, c'est surtout que leurs réseaux sociaux sont plutôt dans d'autres pays européens. Et l'emploi, sa trajectoire, pour s'installer quelque part, pour trouver un travail, pour trouver un logement, etc. C'est fondamental. Et du coup, le fait d'avoir leurs proches ailleurs, eh ben, ça influe sur leur projet migratoire de façon très forte. Et après, il y a la question de la langue. C'est-à-dire que l'italien, bon, certes, on peut regarder la raille en Tunisie. Donc, il y a certains pays où c'est un peu, voilà, c'est peut-être un peu plus facile l'italien, mais en général, c'est pas une langue que les personnes qui arrivent connaissent. Et donc, ça peut être aussi une raison qui fait qu'on s'intègre plus difficilement. Après, bon, je ne sais pas disons, si l'Italie est plus ou moins. Ça, j'avoue que là aussi, je ne peux pas me faire une idée. Je ne dirais pas que l'Italie est plus raciste que la France. Je dirais simplement que peut-être que, en tout cas, parce que je raconte dans le livre aussi que l'histoire migratoire, la relation entre l'Afrique et l'Italie, c'est une longue histoire.
l'Italie était une puissance coloniale aussi, et il y a eu des migrations coloniales, etc., très importantes. Mais de fait, l'Italie ne se conçoit pas, enfin la proximité que la France se conçoit vis-à-vis de l'Afrique n'est pas la même en Italie. Je ne sais pas comment dire. Il y a une altérisation qui prend d'autres contours, d'autres formes. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est un pays plus raciste, parce que ça je ne pense pas, mais on va dire les choses différemment et on va construire une distance avec les personnes, en particulier les personnes noires, de couleur, qui est particulièrement dure et forte dans certains contextes, bien entendu, pas partout. Et Paul Didier vous pose la question des raisons qui vous ont poussé à travailler en tant que géographe sur la question des migrants. Alors, ça, c'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé à travailler sur les migrations dans les années 90, un peu par hasard. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait et qui m'intéresse toujours, hein, c'est la question de la Méditerranée. Donc, je m'inscris aussi voilà, dans une tradition de réflexion sur l'espace méditerranéen. Et de fait, j'ai commencé à aller en Italie à la fin des années 90. Et à cette époque, l'Italie devenait un pays d'immigration important. Très important, hein. Je raconte dans le livre que l'Italie est devenue un pays d'immigration. Quand la France est devenue un pays d'immigration en 150 ans, l'Italie est devenue un pays d'immigration en 20 ans. Donc, ça a un impact très fort du point de vue de la façon aussi dont on conçoit le rapport à l'autre. C'est-à-dire que le solde migratoire, c'est-à-dire que l'Italie était un pays de départ et tout d'un coup, pratiquement du jour au lendemain, c'est devenu un pays d'arrivée et d'installation. Donc ça compte beaucoup dans la représentation qu'elle se fait aussi, que le pays se fait parfois des choses. Et du coup, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que personne ne travaillait là-dessus à l'époque, ou très peu de personnes. Et donc, il y avait énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ces questions-là. Et donc, j'ai travaillé au départ sur les Maghrébins en Italie du Sud. Et j'ai travaillé sur un petit village, je m'éloigne du sujet, mais pas tant que ça, un petit village de la province de Naples où il y avait 20 000 habitants. Alors, en Italie, 20 000 habitants, c'est un village. En France, non, mais en Italie, c'est encore un village. Et bon, les seuils ne sont pas les mêmes. Et dans ce petit village, il y avait 700 Marocains. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce groupe de Marocains qui s'étaient installés dans ce village. C'était complètement improbable et de voir ce qu'ils faisaient. Donc, ils faisaient un peu d'agriculture, un peu de commerce et tout. Et ça m'a amené dans les villages du Maroc dont ils venaient. Et donc, ça m'a amené à travailler sur les filières migratoires qui se mettaient en place. Donc, c'est parti comme ça. Et puis après, ça ne m'a pas lâché. J'ai travaillé sur les Tunisiennes. Et puis après, j'ai continué. On a également une question d'Elisabeth Parachini qui vous demande quels sont les leviers qui favoriseraient l'égalité femmes-hommes dans les trajectoires migratoires. Ça, c'est une question difficile. Alors moi, il y a des politiques qui sont mises en place, qui sont très importantes pour tenir compte tenir compte des questions de genre dans les politiques publiques en général et en particulier dans les politiques migratoires. Par exemple, il y a un véritable travail à faire pour que, par exemple, les politiques d'asile soient davantage attentives aux questions de genre, par exemple aux violences sexuelles, aux mutilations sexuelles, aux mutilations génitales. Ce sont des questions qu'il faut véritablement prendre en compte dans l'asile et qui ne sont pas toujours suffisamment prises en compte. La question des violences sexuelles, des violences domestiques, des violences de genre en général. Voilà. Donc une autre question qui me tient à cœur, c'est que les violences qui ont lieu au fil de la trajectoire sont rarement, voire jamais prises en compte dans la demande d'asile. Or, ces violences sont parfois bien pires que ce qui a été vécu au départ. C'est-à-dire qu'il faudrait tenir compte de l'ensemble de la trajectoire des femmes. Et ensuite, pour moi, la primauté va d'abord à la politique migratoire. C'est-à-dire qu'une politique migratoire plus intelligente, elle fera forcément du bien aux femmes. Et notamment la possibilité de se régulariser assez vite, de ne pas passer des années dans la clandestinité ou l'irrégularité, de ne pas avoir des trajectoires aussi dures, permettrait, c'est-à-dire en attribuant des visas, en régularisant plus facilement ces situations, en arrêtant de mettre des obstacles tout au fil de la route de ces femmes, par exemple, quand elles se déplacent d'un pays européen à un autre,
permettrait de faciliter aussi leur vie de femme et ça irait vers plus d'autonomie et de fait, ça, du coup, ça leur rendrait la vie aussi plus facile. Hein. Quand on en est obligé, parce que certaines femmes sont obligées de trouver un compagnon pour pouvoir avoir une existence légale, par exemple, donc de se marier ou de se paxer, ou de, voilà. Évidemment que ça ne favorise pas l'égalité homme-femme, quoi. Donc c'est aussi ça, la lutte pour la lutte pour de meilleures politiques migratoires, c'est aussi une lutte pour l'égalité homme-femme indirectement, quoi. Et dernière question, encore une de Pascal Didier. Qu'est-ce que le GIEM et quelle place prend-il dans le traitement de la question? Alors le GIEM, c'est le GIEC des migrations. C'est un réseau international qu'on a fondé avec deux collègues, Hélène Thiollet et Virginie Guiraudon, qui sont à Sciences Po et au CNRS. Et en fait, donc, on est toutes les trois spécialistes de questions migratoires. Et le GIEM, il est né en fait en 2018 d'un moment de colère suite à l'errance de l'Aquarius au mois de juin, si vous vous rappelez, le bateau Aquarius qui a erré pendant 13 jours avec plus de 600 personnes en grande difficulté à bord, hein, en état d'hypothermie, de déshydratation. Et donc, aucun port ne voulait accueillir, aucun pays européen ne voulait accueillir l'Aquarius. Et donc, il y a eu quelques jours après cela, il y a eu un conseil européen et aucune réponse n'a été apportée à ces questions-là, bien entendu, on le sait, hein, depuis pas grand-chose non plus. Et donc, ça a été un sentiment vraiment de révolte qui fait qu'on a écrit une tribune qui a eu beaucoup de succès, qui a été signée par des centaines et des centaines de chercheurs spécialistes des migrations dans le monde, qui a été portée et du coup qui a été publiée dans beaucoup de quotidiens, qui a été traduite en plusieurs langues. Et cette tribune proposait de fonder ce réseau, ce GIEC des migrations, qui doit donc, alors qui est jeune, puisque donc il est né en 2018, et puis entre-temps, il a vécu des hauts et des bas parce que il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui font qu'on n'a pas autant travaillé qu'on aurait voulu. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de porter une parole collective des chercheurs face au fait que ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que dans les années, surtout autour de 2015-2016, là, quand il y a eu tous les moments vraiment de pic de la crise migratoire en Europe, on a beaucoup été sollicités individuellement pour donner notre point de vue, y compris auprès des décideurs. Et en fait, notre point de vue, on ne l'écoute jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on pense alors qu'on est quand même les mieux placés pour connaître la situation, on est des scientifiques et on a des modalités de travail qui font que normalement, ce qu'on dit, voilà, il y a des preuves de ce qu'on dit, mais voilà, on travaille en scientifique, quoi. Même si c'est des sciences sociales, on travaille en scientifique. Et en réalité, on pense que ce qu'on dit est complètement, voilà, est tellement loin de la façon dont les politiques pensent les choses, ou dont ils veulent les penser, parce que ils ne sont pas complètement idiots non plus, mais simplement ils ont intérêt à penser les choses un peu différemment. Du coup, on s'est dit que peut-être que si on s'y mettait collectivement, y compris à l'échelle internationale, ça permettrait de faire évoluer le positionnement des politiques. Alors pour le moment, on est au début, on est en train de se constituer, on a une gouvernance, on essaye de travailler sur des rapports comme le GIEC, à part qu'on n'est pas des gouvernements. Voilà, et on essaye de faire vivre cette institution qui est vraiment encore qui est en gestation, hein, qui en est qu'à ses débuts. Hein. Eh bien, on lui On souhaite, lui souhaite longue vie, on espère voilà, en tout cas. on lui souhaite un grand avenir. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Camille Schmoll, pour cet entretien qui était, en Merci tout à cas pour vous. moi, très intéressant. Je Moi aussi, remercie. c'était intéressant de vous rencontrer, c'était bien. Je Ça aurait été dois mieux aussi, de vous oui, rencontrer sur bien sûr, place. mais bien sûr, vous êtes invité à Thionville dès que c'est possible. J'espère, ouais. J'espère bientôt. Je remercie également Cyrielle Betteny, Paul Didier et Léa Alexandra Fioramonti à la technique. Je remercie tous nos spectateurs et je rappelle que vous pouvez nous suivre donc sur Facebook pour suivre nos prochaines fenêtres ouvertes et nos prochains événements dès que ce sera possible. Prochaine fenêtre ouverte dans une semaine, vendredi 18 à 19h.
Laurent Mauvigné, auteur de Histoire de la nuit. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, où la fenêtre ouverte de la semaine dernière est déjà disponible et celle de cette semaine le sera rapidement. Et également sur Instagram, où, je le rappelle, on peut gagner votre livre, Les années de la mer, Femmes et frontières en Méditerranée. Encore une fois, merci Camille Schmoll. Bonne soirée à tous. Bonne Prenez soin de soirée vous. à vous. Au revoir. Au revoir.